Donc, on va essayer de commencer. Bonjour. Donc, on abordera aujourd'hui la question. Alors, c'est toujours des choix, c'est-à-dire entre un urbanisme global, c'est-à-dire un urbanisme qui ne tient pas compte des spécificités un peu locales, un urbanisme qui a des principes généraux qui aujourd'hui s'appliquent pratiquement sur tout type de ville, tout type de contexte. On verra à peu près que global vient un peu de ce qu'on appelle actuellement le phénomène de globalisation, de mondialisation. Donc c'est un phénomène, j'allais dire, économique, un phénomène culturel, et évidemment, on va voir que l'urbanisme est aussi affecté par les questions politiques, économiques, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons un type d'urbanisme que l'on peut appeler, que l'on peut nommer urbanisme durable, plutôt global, versus celui que nous cherchons à peu près, celui que nous espérons, un peu comme une utopie, c'est celui de l'urbanisme durable, c'est-à-dire un urbanisme qui non seulement planifie des villes qui ont un impact de moins en moins négatif sur l'environnement, mais aussi un urbanisme qui socialement est redistributif un peu des services et des biens, et, je disais, un impact de moins en moins négatif sur l'environnement. Donc je reviens à peu près sur ce que nous avons fait quand on a parlé des défis et des enjeux de l'urbanisme, de la planification, et on posera un certain nombre de questions qui vont justement enclencher cette partie du cours. Donc nous avons vu et parlé du défi démographique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la question urbaine est intimement liée à ce boom démographique qui fait que, alors dans l'absolu il y a plus de monde, et dans l'absolu et par rapport à la question urbaine, il y a de plus en plus d'urbains dans le monde. Donc ces gens-là vivent en ville, automatiquement la question de l'urbanisme leur appartient en quelque sorte. Donc, et évidemment, tout ce qu'on a vu de jusque-là, la question de l'urbanisation versus développement. C'est-à-dire là où aujourd'hui nous avons de l'urbanisation, forcément il n'y a pas automatiquement un niveau de vie adéquat. Donc ça, c'est un des enjeux, un des défis un peu qui sont posés à l'urbanisme aujourd'hui. Nous avons vu la question des changements climatiques, celle de la question énergétique et de l'empreinte écologique d'un organisme tel que la ville, tel qu'une agglomération. Donc ça, c'est un défi, c'est-à-dire il y a des changements, quel que soit un peu l'avis des experts là-dessus, mais ce qui est sûr, c'est que les impacts, les effets du changement climatique sur les agglomérations urbaines, les parties urbanisées dans le monde sont évidents. Ça, les impacts sont criants. On a vu un peu la question des périphéries, c'est-à-dire un peu ces espaces, ces parties de la ville qui sont à la lisière de la ville, c'est-à-dire qui sont à peu près loin de tout ce que peut offrir la ville en tant que service, etc. La question de la mobilité, et nous avons vu que la mobilité devient de plus en plus générale. Tout le monde bouge, ça bouge dans tous les sens, ça bouge pour des raisons évidentes, ça bouge pour des motifs divers. On bouge pour des histoires pour des motifs résidentiels, motifs travail, motifs loisirs, motifs voyage, tout simplement. Donc on a vu un peu tous ces enjeux. Aussi, on a vu la question du droit à la ville. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de catégories de gens sont exclus de la ville et de ses services. Nous avons parlé du foncier, comment est-ce que son accessibilité aujourd'hui posée par les problématiques aujourd'hui. Nous avons vu ce qu'on appelle un peu partout dans le monde les gated communities, c'est-à-dire les communautés privées. Donc nous avons des espaces, nous avons des cités carrément réservées à une certaine catégorie de gens, inaccessibles aux gens. Nous avons vu la question de l'espace public
qui est envahi par la mercantilisation, la marchandisation. Nous avons vu l'espace public qui est envahi qui est loué, qui est vendu à des firmes publicitaires. Tout ça, c'est des questions qui sont posées en termes de défis, en termes d'enjeux par rapport à la question urbaine aujourd'hui. Donc, privatisation des territoires et effectivement, cette histoire de participation, de démocratie participative et tout, c'est-à-dire aujourd'hui, l'urbanisme aussi se dessine, se conçoit à partir des relations entre les acteurs. Et parmi ces acteurs aujourd'hui, on parle de plus en plus de la société civile. C'est-à-dire qu'avant, grosso modo, il y avait le roi, il y avait c'est-à-dire les pouvoirs politiques qui décident un peu de l'avenir d'une ville. Aujourd'hui, on estime que donner la parole aux gens, aux habitants, comme acteurs principaux par moment. Donc c'est des nouvelles formes de démocratie. On a parlé de décentralisation, c'est-à-dire gérer la ville à partir de ses ressources locales. Et on a parlé aussi de ces histoires de participation. Donc, des enjeux, des défis, aussi des questions. C'est-à-dire tout ça, c'est un peu la question urbaine telle qu'elle se développe aujourd'hui. Elle nous amène à poser un certain nombre de questions. Alors, on en a vu quelle ville, c'est-à-dire quel modèle de vie nous voulons construire. Alors, une ville piétonne, là, c'est relativement justement, c'est-à-dire on a construit la ville, on la donne pour les piétonnes, ou carrément, on se pose la question du rôle, de la place de la voiture. Jusque-là, les villes telles qu'elles ont été conçues, elles ont été conçues par la voiture, elles ont été conçues pour la voiture. Et nous avons des modèles de ville aujourd'hui où l'autoroute traverse la ville. Donc c'est une conception à l'origine où on donne un peu plus d'importance, un peu plus de place à la voiture. Alors bien sûr, la question touristique aussi, c'est une question d'affectation des espaces. C'est-à-dire que par moment, prenez l'exemple des anciens centres historiques, à un moment donné, c'est-à-dire pour les valoriser, on est obligé de les inscrire dans une démarche touristique. Ça veut dire que, quelque part, le tourisme devient la principale partie pour laquelle nous faisons cette ville, cette partie de la ville. Donc on investit dans des restaurations, dans des réhabilitations, mais au profit de qui? Donc on connaît un peu le phénomène de gentrification, c'est-à-dire par moment, notamment ça s'est passé dans les anciens centres, où quand on réhabilite, ça veut dire nous injectant de l'argent pour réhabiliter, nous injectant des activités, et c'est des activités généralement qui partent sur des volets luxueux, les habitants, à un moment donné, se retrouvent dans l'incapacité de faire face aux nouvelles exigences du bâti en termes d'entretien, en termes de coûts, etc. Et il se passe un phénomène de gentrification, c'est-à-dire qu'il n'y a que les gens qui ont les moyens qui achètent, et c'est pour cela que, grosso modo, les anciens centres ces centres-villes, sont occupés soit par une tertiarisation, c'est-à-dire là, c'est les entreprises qui peuvent se permettre le coût, ou carrément, dans certaines anciennes villes, par exemple, maghrébines notamment, on retrouve que les anciennes médinas sont occupées par des gens qui ont les moyens de se les payer. Donc, quelle ville, quel modèle, mais pour qui? Donc, la question se pose, quand je dis pour les touristes, pour les résidents. Alors, ça, c'est un peu le cas que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire par moment, il y a un choix à faire, je construis. Alors, cette histoire de tourisme, parce que la touristification des villes est devenue un peu, comment dirais-je, c'est devenu un alibi économique, c'est-à-dire qu'en sortant de l'industrialisation, la ville s'est retrouvée face à un déficit en termes d'économie urbaine. C'est-à-dire que la ville qui fonctionnait sur le modèle industriel, à un moment donné, avec la désindustrialisation, s'est retrouvé sans ressources. Que faire? Donc on récupère un peu tout ce qu'on appelle les friches industrielles, portuaires. On les fait pour qui? Construire des logements, construire des équipements, construire des centres d'affaires. Et la plupart des choix qui ont été opérés jusqu'à aujourd'hui dans beaucoup de villes, ce sont des choix au profit d'une tertiarisation, sinon
alors tertiarisation, c'est-à-dire on est beaucoup plus dans les affaires, ou carrément on est dans le loisir. C'est-à-dire ouvrir une friche portuaire, généralement on fait un port de plaisance. Vous avez pratiquement, prenez les villes comme plutôt les pays comme la Tunisie et le Maroc, la plupart des anciens, enfin des grandes villes, pratiquement ont réoccupé leur façade maritime en offrant carrément des espaces de loisirs. Donc là, c'est un choix qui a été fait. C'est un choix par rapport à qui, pour qui je vais investir dans cet endroit. Quel habitat? Et on a parlé la dernière fois de la mobilité des pauvres, c'est-à-dire là, c'est un choix aussi à faire. Est-ce que je vais mettre ce que j'ai comme ressources financières dans le transport public commun, dans les TPC, ou carrément je construis, c'est-à-dire ça c'est le choix de la mobilité, ou carrément pour les riches, c'est-à-dire là j'offre des espaces, forcément quand on parle de riches, on parle d'un certain type de transport, notamment la voiture et tout, donc j'aménage en fonction de ça. On peut prendre l'exemple, c'est-à-dire des gated communities, c'est-à-dire des communautés, enfin des quartiers totalement réservés pour un logement luxueux, pour de l'habitat luxueux, pour des activités que seuls les riches, leur est accessible. Donc la question en fait revient à se poser cette question sur les modèles, ou le modèle de ville que nous voulons. Nous voulons quelle ville en fin de compte. Alors, ce sont souvent, d'ailleurs, ce sont des choix politiques. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait une volonté pour faire ça. C'est aussi des choix de société. C'est-à-dire, c'est la société, dans sa façon de concevoir un peu le monde, qui déteint sur le... Et vous avez, je ne sais pas si vous avez fait concernant... par exemple, quand le socialisme, le communisme s'est installé dans certains pays, on a eu des villes socialistes. Comme on a des villes capitalistes avec une certaine organisation, nous avons eu des villes socialistes. Alors les villes socialistes, c'est aussi des villes qui prennent leur essence dans l'idéologie socialiste. Donc avec les cités ouvrières, avec l'organisation telle que le conçoit un peu l'idéologie socialiste, on a eu des villes relatives à ça. Donc, souvent, l'urbanisme, c'est aussi un choix de société. C'est-à-dire, c'est la conception que nous avons, nous, en tant que société, de la vie, qui déteint sur l'urbanisme, sur le modèle de ville que nous voulons installer. Donc, des modèles, forcément, il y a des stratégies. C'est-à-dire, que faire? Quels sont les mécanismes à mettre en œuvre pour justement aboutir à ces modèles? Donc, nous avons la question de la globalisation. Alors, le titre, il reflète un peu la structure du cours, c'est-à-dire, je me suis posé la question entre l'urbanisme global, c'est un urbanisme qui se généralise un peu partout dans le monde, et un urbanisme durable qu'on l'on peut appeler contextualisé, qui tient compte des spécificités du milieu, que ce soit le milieu environnemental à travers le climat, un certain nombre de choses, le milieu économique, parce qu'on n'installe pas n'importe quelle économie n'importe où, parce qu'il faut qu'il y ait des impératifs, il faut qu'il y ait quand même une base, et bien évidemment les impératifs sociaux, c'est-à-dire que toutes les villes ne devraient pas se ressembler. Alors malheureusement, avec le phénomène de globalisation, de mondialisation, ce qui se passe aujourd'hui, nous sommes face à un même modèle, des mêmes images comme ça, c'est les mêmes images qui se reproduisent un peu partout, et même en termes de stratégie, on a pratiquement, même si elles diffèrent dans certains détails, nous avons des stratégies plus ou moins qui se ressemblent. Donc, on avait parlé de cette histoire de compétitivité, compétition entre les villes, c'est-à-dire les villes, c'est un peu la globalisation. Nous allons voir un peu par rapport au classement qui est fait aujourd'hui, c'est la globalisation qui fait qu'aujourd'hui les villes sont dans une logique de compétitivité. C'est-à-dire ils sont en train de se livrer une bataille, c'est qui va attirer le flux de touristes, le flux de personnes, alors personnes touristiques, personnes voyageuses, personnes... les scientifiques, on peut parler des hommes d'affaires, des gens qui ont de l'argent, qui ont de l'intellect,
etc. Donc des flux financiers, donc les gens qui ont de l'argent, donc les firmes qui ont de l'argent, on veut tous les attirer pour qu'elles investissent un peu dans notre région. Et évidemment, je disais les flux touristiques, parce que le tourisme aussi est une conception d'un modèle de ville qui fonctionne sur les rentes touristiques. Nous avons des pays qui fonctionnent comme ça. Quand on dit la Tunisie est un pays touristique, que l'Algérie est un pays de pétrodollars, c'est-à-dire c'est déjà un modèle qu'on suit. C'est-à-dire notre économie, elle est basée sur 90%, si ce n'est plus, sur la rente pétrolière. Et nous avons un pays juste à côté qui a construit un peu son économie sur autre chose, sur les potentialités touristiques qu'il en a. Donc, cette compétition, elle est vers quoi? Elle est vers justement ce statut de ville globale. Ville globale, on va voir un peu la définition, mais c'est-à-dire c'est une ville qui attire notamment les flux d'argent, les classements au niveau des rankings, c'est-à-dire les classements et les va-et-vient au niveau des aéroports. Donc on vous dit une ville, elle est connue par son aéroport qui fait transiter ou qui accueille tant de millions par an, tant de millions de passagers par an. C'est quand même une idée. Quand on vous dit ça, ça vous donne une idée, ça vous donne un peu le statut de la ville. Donc, vous prenez, je ne sais pas, Dubaï, c'est 25 millions, je ne sais pas combien de gens qui traversent un peu l'aéroport. Ça vous donne un peu une idée sur une arrière-pensée comme ça sur les capacités en termes de finances, d'économie, en termes d'accueil que peut donner une ville comme Dubaï. Prenez, je ne sais pas, en Algérie, vous avez peut-être, j'ai pas le chiffre, mais je vous le donne comme ça peut-être, c'est l'aéroport international de Ouattara, ça ne devrait pas dépasser les 3-4 millions par année de passagers. Donc, ça vous donne un peu une idée sur le classement de la ville. Nombre de citations dans la presse et passagers internationaux. C'est des indicateurs qui vous renvoient justement, ce que je disais tout à l'heure, maintenant, je disais que c'est des indicateurs qui vous renvoient au statut de la ville. Donc, nombre de citations. Vous avez un peu dans ces classements, ces jours-ci, il y a un classement qui est sorti sur les universités arabes, universités mondiales, les universités africaines, et vous avez l'université de Béjaïa, elle est classée parmi les 30 premières au niveau arabe. Ça, c'est des classements qui font référence à des indicateurs plus ou moins précis, notamment le nombre de recherches, le nombre de mémoires soutenues, le nombre de tests soutenus, je ne sais pas, le ratio enseignant le ratio des enseignants entre eux par rapport au grade et tout. Donc, cette logique de classement, elle est venue vers les villes. Donc, les indicateurs sur lesquels on va voir quelques classements, et sur quel indicateur justement, c'est pour vous dire, hein, aujourd'hui, cette histoire de globalisation empêche toute réflexion pratiquement sur les modèles. C'est tellement contraignant, c'est tellement présent, la globalisation est tellement présente que ça relègue un peu en second plan les réflexions sur les nouveaux, enfin un autre modèle de ville. C'est comme dans l'économie. Aujourd'hui, vous ne réfléchissez pas, enfin les gens qui réfléchissent à l'économie, on réfléchit tout simplement à l'économie libérale, c'est-à-dire il n'y a pas le temps parce que la globalisation elle est là, tout le monde il est un peu en réseau et on n'a pas le temps pratiquement de dire que attention ça marche pas, ça devrait marcher autrement. Donc souvent nous avons des indicateurs économiques par rapport au classement des villes. Celle-ci, c'est par exemple c'est le PNB, c'est le produit national brut, c'est le PIB par personne, c'est des indicateurs économiques. Nous avons de plus en plus un certain nombre d'indicateurs sociaux, c'est-à-dire qualité de vie, c'est-à-dire accès à l'éducation, accès à l'information, etc. Donc, nous allons voir, c'est une définition. Alors, les villes dites mondiales globales sont des villes qui exercent des fonctions stratégiques, on parle en termes de fonctions, à l'échelle mondiale. Fonctions de formation, de recherche, contribuant à l'innovation, fonctions de marché de consommation, etc. Qui sont un centre organisateur de flux migratoires, marchandises, capitaux, d'informations, qui s'inscrivent dans des réseaux planétaires et qui sont des pôles de commandement économique, sièges sociaux, firmes internationales, services supérieurs aux entreprises.
Donc on va retrouver un peu par rapport à ce qui est souligné en blanc, qui deviennent des indicateurs pour certains classements. Nous avons le premier, c'est un classement américain, le Foreign Policy Magazine. Donc c'est alors magazine, c'est-à-dire c'est une revue quand même qui a une certaine autorité, notoriété plutôt. Elle subdivise un peu le classement 5 données dites qualitatives. Et là on est sur des aspects qualitatifs, le capital humain. Et puis vous avez un peu le pourcentage de la note qui est donné au capital humain, c'est 30%, les activités économiques, c'est 30%, l'expérience culturelle, c'est-à-dire tout ce que propose la ville comme expérience culturelle au son sein, les échanges d'informations et les engagements politiques, jusqu'à, c'est-à-dire l'engagement politique de la ville par rapport à des questions planétaires souvent. Et on trouve justement cette histoire de capital humain, c'est-à-dire la qualité du personnel qui existe dans une ville, qui est classé pratiquement comme premier des données. Et ça vous donne des villes comme... ça c'est le classement qui a été fait en 2010, des villes selon cette approche. Alors bien évidemment, c'est des entreprises souvent privées qui proposent un classement. Combien un classement de pays? Je disais tout à l'heure, il y a un classement d'université, il y a un classement de villes. Donc, ici par exemple, vous avez la première au rang, c'est New York. La deuxième, c'est là. On va les retrouver pratiquement dans tous les autres classements qu'on va voir maintenant. Et bon, ça, c'est une étude qui a été faite pour des villes canadiennes. Et on retrouve à peu près Toronto, elle est 16e, et Montréal, pour ceux qui veulent partir au Canada, Montréal, elle est 30e. C'est-à-dire dans ce classement qui est fait des villes. Donc, voici un peu les caractéristiques. Nous avons un autre classement. Alors, celui-là, Global Port City Index, généralement, c'est-à-dire c'est un classement japonais qui est fait par une boîte japonaise et qui, souvent, c'est-à-dire dans une logique régionale, il essaie un peu d'impulser, de donner une impulsion aux villes, notamment de la zone asiatique. Donc on va trouver toutes les villes classées, mais sinon c'est beaucoup plus dirigé pour les villes, il est beaucoup plus concentré sur les villes asiatiques. Donc, hiérarchie qui est faite selon la capacité d'attraction d'individus créatifs et des grandes entreprises. Voilà un peu les deux indications qui vous donnent un peu sur quoi se mesure le classement de ces villes. Donc, c'est des indices composites. Alors, quand vous prenez par exemple économie, vous avez beaucoup de sous-indices qui composent un peu l'indice économie. Et vous avez là l'attractivité du marché, environnement d'affaires, politique, règlement et risque. Vous avez recherche et développement en seconde place. Donc, programme de soutien aux chercheurs et à la recherche, tout ce qui se fait sur les thématiques sur lesquelles tourne un peu la recherche au sein d'un pays ou d'une ville. Qualité de vie. Là, on retrouve des choses relatives un peu à l'espace, enfin à l'environnement urbain notamment. Donc, environnement de travail, coût de la vie, sécurité, sûreté, sûreté des institutions, protection de la vie, des services de proximité, écologie et environnement naturel. Donc, ça, c'est aussi un des indicateurs qui sont pris en charge et en considération pour ce classement. Vous avez la culture, et on retrouve justement même plus haut, les échanges culturels, c'est-à-dire toujours le capital humain, le niveau de service, et on retrouve aussi ces aspects culturels qui sont demandés parce que ce que nous cherchons ici, c'est des individus attractifs. Donc on cherche alors ça, comprenez que ça aura des impacts sur le type d'urbanisme qui est adopté par les villes. Donc, quand on dit culture, c'est-à-dire que là où il y a de l'espace, là où il y a une possibilité d'intervenir sur un centre, c'est par la culture que j'interviens. Donc ce n'est pas par l'industrie, ce n'est pas par le logement, ce n'est pas par autre chose. Si ce n'est du logement, c'est un logement qui est destiné à une catégorie, etc. Donc ça remet justement au goût ce que je disais tout à l'heure, comme quoi c'est des choix politiques qu'il faut faire, c'est des choix de modèles de société qu'il faut faire.
Donc, je disais culture, on a les interactions culturelles, donc je suppose entre les communautés, ressources culturelles, valeurs et valeurs, projets novateurs, lieux de restauration et de consommation, et l'accessibilité en termes d'infrastructures de transport, facile d'accès au centre-ville et dans l'agglomération. C'est des concepts qui, par moment, dépassent la notion, c'est-à-dire la vision que nous avons de l'urbanisme du plan, du projet. Ça dépasse un peu ça, mais réellement, ça redéfinit une autre façon de voir un peu l'urbanisme et de voir la ville. Donc, nous avons, pour ce classement, on retrouve toujours, alors ça c'est le classement de 2011, on retrouve toujours New York, Londres, Paris, Tokyo. Les villes un peu canadiennes sont en jaune, et grosso modo, on retrouve même des villes de l'Amérique latine, quelques villes américaines, plutôt européennes, etc. Madrid, elle est 20e. Donc, par rapport, Vienne, elle est 12e. Donc, par rapport à ce classement, on retrouve, je pense, New York, Londres, Paris, à peu près dans le même alors qu'on vous dit la première ville monde, la première ville globale dans le monde, évidemment, c'est les trois premières. New York, Paris, Londres. Et même Tokyo, elle est classée 4e. Ce classement, le GAO-WC, est un classement anglais qui est fait par un laboratoire de recherche. Donc, dans un réseau, alors qu'on appelle Globalization and World Cities, s'intéresse aux relations et connexions existantes entre les villes. Alors là, il conçoit un peu les villes comme étant un réseau. Un réseau, alors tout réseau, il a le réseau principal en quelque sorte, c'est-à-dire les sommets les plus importants. Et vous avez les réseaux, les sous-réseaux, c'est-à-dire il y a toujours une ville mère, et puis vous avez le réseau de petites villes qui tournent autour. C'est pour cela que nous allons retrouver un peu, dans le classement, vous avez des villes alpha, bêta, gamma, etc., qu'on va voir, avec une classification, c'est-à-dire des plus importantes vers les moins importantes. Mais c'est toujours des villes globales, toujours des villes qui ont, d'ailleurs la dernière, ville avec une suffisance de services, ville régionale spécialisée possédant suffisamment de services afin de ne pas être ouvertement dépendante des villes mondiales. C'est-à-dire, vous avez cette histoire de réseau de villes, qui est une ville qui domine, et là par exemple en France, ça a été depuis les années 70 un débat sur ce qu'on appelle la région francilienne, la région de Paris. Paris qui devient une ville tellement grande que tout le territoire de la France est pratiquement... alors vous imaginez, tous les flux, c'est vers Paris. Alors à un moment donné, dans le cadre de l'aménagement du territoire, on a voulu insuffler un peu à d'autres villes, Lyon, Marseille en bas, etc., un niveau de service qui permet justement de ne pas concentrer tout sur la région parisienne. Donc, ça mesure l'intégration des villes au réseau urbain mondial en analysant la qualité et la quantité, la qualité des services de production de pointe. La dernière version, 2011, se concentre davantage sur des indicateurs économiques que sur des indicateurs politiques et culturels. Et on voit un peu c'est-à-dire c'est des indicateurs qui sont produits d'une manière autonome, et c'est un peu aux villes, aux entreprises, de décider quel est, c'est-à-dire c'est au choix. Comme je disais, c'est des indicateurs, c'est des classements qui sont faits par des entreprises, quasi privées pratiquement, mais ça vous donne une lecture de la qualité du statut de la ville par rapport à d'autres villes. Donc nous avons plusieurs catégories de villes mondiales. Vous avez les villes alpha, et on voit ici par exemple, alors vous avez alpha, alpha plus, alpha plus, etc. C'est-à-dire même dans alpha, vous avez 3 catégories, qui a des plus importantes, ou des très importantes, ou à très importantes, à importantes, etc. Donc, relie les principales régions économiques et les États dans l'économie mondiale. C'est pratiquement les capitales. Les villes bêta, elles sont importantes, jouent un rôle dans la liaison de leurs régions ou États dans l'économie mondiale. Les villes gamma, petites villes reliant les régions ou les États dans l'économie mondiale. Et les villes avec une suffisance de services,
Je disais tout à l'heure que c'est des villes régionales qui ont un certain niveau de service qui leur permet de rester autonomes par rapport et de ne pas dominer, de ne pas être subordonnés à des villes qui ont un niveau de fonction très élevé tel que les villes mondiales. Et nous avons, pas très clair, mais bon, au fait, ça classe de alpha, bêta, gamma, high, c'est-à-dire capacité et capacité suffisante. C'est-à-dire ça, aujourd'hui, ces histoires de classement, nous avons encore un autre classement ici. Alors ça, c'est pratiquement sur des données relatives notamment à des données plutôt relatives à des données plus économiques qu'autre chose, et on retrouve la qualité de vie alliée, mais elle est classée en dernier. Donc des villes possédant un rôle stratégique dans le développement de l'économie et du commerce international. On a les indicateurs de 43, 74 sous-indicateurs. Ça fonctionne comme ceux qui ont vu, par exemple, je ne sais pas si vous avez vu le tableau de la HQ2R, principe, objectif, sous-objectif, indicateur, etc. C'est-à-dire là, 5-6 indicateurs peuvent représenter en quelque sorte un indice. Alors un sous-indice et indice, jusqu'à arriver un peu à l'indice composite. Environnement réglementaire et politique, stabilité macroéconomique, facilité d'entreprendre, flux financiers, centre d'affaires, création des connaissances et de flux, qualité de vie. Tout ça pour vous dire, alors le classement c'est celui-là, on retrouve un peu Londres en premier, Tokyo en troisième, Paris, je ne sais pas, elle est située en septième, les villes du Canada et ça. Tout ça pour vous dire que ces histoires de pourquoi, c'est-à-dire comment expliquer un peu cette avalanche de classement, et l'importance qu'ils prennent aujourd'hui dans notre façon de concevoir la ville. Alors, l'urbanisme global, justement parce qu'il s'appuie sur des postulats. La globalisation est inévitable. C'est-à-dire aujourd'hui, les gens qui vous disent « moi, je m'inscris dans un urbanisme global, je ne cherche pas autre chose », je suis un peu la tendance. C'est vrai que quand on regarde de près, la question de la globalisation, elle est réellement globale. Elle touche à tous les méandres, à tous les aspects un peu de la vie quotidienne. Aujourd'hui, pratiquement, nous consommons de la même manière ce que consomme un Américain, nous consommons de la même manière ce que consomme un Australien, etc., un Japonais. Donc, cette histoire de globalisation, par fatalité, est liée. Donc pourquoi faire face à quelque chose qui est tellement important, tellement puissant, donc faisant des villes comme ça se fait aujourd'hui. Ça, c'est une position, une posture comme ça. Donc, elle est inévitable. Il y a une théorie du trickle-down, c'est-à-dire de la richesse qui découle, qui ruisselle, c'est-à-dire quand vous avez une catégorie de gens qui sont riches, forcément, ça découle, ça ruisselle sur les gens qui sont pauvres. C'est-à-dire, c'est comme si il suffit d'avoir beaucoup de... Alors la caricature, c'est-à-dire, il dit que plus il en mange, plus il y a de reste. Donc, plus il y a de la globalisation, plus ça va toucher. Donc, globalisation veut dire richesse, veut dire économie ouverte, libérale. Donc, il y a de la richesse forcément, il y a du développement, et ça va découler sur tout le reste, c'est-à-dire sur tous les pauvres. C'est un point de vue. Et vous avez la question de la fin de l'État-nation. L'État-nation, c'est-à-dire un État. Bon, ça c'est un livre sur la fin des États-nations. Maintenant, je ne défends pas ce point de vue, je dis tout simplement que les gens qui défendent un peu cette façon de voir l'urbanisme global ont un peu ces idées. Alors, la fin des États-nations, cela suppose quoi? Ça suppose un gouvernement mondial. C'est-à-dire, ce n'est plus les États qui gouvernent un peu leur région, ce n'est plus les gouvernements locaux, mais à un moment donné, il y a des gens qui s'imaginent qu'il va y avoir un gouvernement global. Global,
Et quelque part, quand on va voir tout à l'heure un peu ces histoires de changement climatique, c'est-à-dire que les changements climatiques, si on veut y faire face, la seule façon d'y faire face, c'est d'agir globalement. Et l'un des principes, si vous vous souvenez du développement durable, c'est penser globalement, agir localement. Penser globalement ramène justement à cette idée qu'il faut qu'il y ait quelque chose, c'est-à-dire un gouvernement, une institution. Aujourd'hui, on dit que l'ONU, par exemple, est une institution, mais elle est d'ordre politique. Disons, aujourd'hui, effectivement, on remarque qu'il y a un affaiblissement des États-nations. Alors, bien évidemment, ce qui est nouvelle technologie de l'information permet aujourd'hui de dépasser le cadre des frontières des nations. À un moment donné, il y a un avis, enfin, ce qu'on appelle c'est-à-dire un avis des gens, enfin, comment on appelle ça, c'est-à-dire ce que pensent les gens, j'ai oublié le terme, ce que pensent les gens à propos d'une question. Avant, à un moment donné, ça concerne votre village, tout le monde pense de la même manière à propos de la même chose. On peut penser à l'échelle de la ville, on peut penser à l'échelle de la nation. Aujourd'hui, c'est-à-dire on peut s'imaginer que beaucoup de gens dans le monde ont la même conception de la chose, et ça, c'est dû à cette effervescence un peu des nouvelles technologies. Donc, la fin des États-nations comme élément qui favoriserait justement la globalisation. Et vous avez cette nouvelle relation qu'ont les villes aux entreprises. Donc, ça c'est une réalité. Alors à côté, vous avez, dans la ville de Serrette, vous avez par exemple une voiture, alors c'est une voiture de service de propreté, entièrement floquée par des publicités d'entreprises locales. C'est-à-dire aujourd'hui, vous prenez par exemple un engin ou une voiture ou un moyen de locomotion de l'APC de Bdjaya, de la ville de Bdjaya, vous ne trouverez pas de publicité privée sur... c'est-à-dire c'est inconcevable, à un moment donné, le service public ne peut pas s'arrimer avec cette logique économique, mais à un moment donné, on est arrivé. À côté, vous avez le Grand Prix de l'innovation, c'est-à-dire la ville de Paris, elle a un organisme, elle a une institution parallèle qui... c'est-à-dire qui donne un prix en quelque sorte au meilleur projet. Vous pouvez lire les grands prix de l'innovation de la ville. C'est des projets qui sont en relation innovants dans la région francilienne, dans des secteurs en forte croissance, et de récompenser celles qui vont, par leur innovation, améliorer la vie de la cité. C'est-à-dire là, ça s'intéresse, ça parle aux entreprises, ça les classe, ça les récompense, mais sur des projets innovants qui ont une relation avec la ville. Donc la ville, quelque part, elle a compris qu'elle ne peut plus fonctionner sans, justement, s'entourer d'entreprises innovantes, d'où cette idée, globalement, qui nous dit aujourd'hui que la globalisation de l'urbanisation, de l'urbanisme comme modèle, est quasi irréversible. Nous sommes obligés tous de rentrer dans cette logique. Impact sur l'urbanisation globale sur la planification. Donc, cette histoire c'est-à-dire d'idée de statut de la ville, nous amène justement à chercher la relation entre la globalisation, ou ce qui découle comme urbanisme global, et ce qu'on connaissait jusque-là en termes de planification urbaine. Alors, donc, il y a cette ruée vers la ville globale. Tout le monde cherche à devenir une ville globale avec des fonctions qu'on a vues. Parce que ça a des dividendes, ça a des répercussions en termes économiques, en termes d'image, en termes de niveau de vie. La ville globale, l'urbanisme tel qu'il est conçu dans la globalisation, appelle la concentration des pouvoirs, c'est-à-dire appelle à concentrer tous les pouvoirs au sein d'un gouvernement local, d'un gouvernement de la ville en quelque sorte.
Donc ça intéresse beaucoup d'élus, beaucoup de politiques, beaucoup de gens, beaucoup de gouverneurs qui gouvernent. Aujourd'hui, la logique fait qu'on est sorti de la sectorisation et on est, c'est-à-dire on est en train de réfléchir, comme partout un peu dans le monde, vous allez trouver que le maire qui est un élu, à un moment donné, ce n'était qu'un élu, j'allais dire, est devenu pratiquement un président de sa ville. Donc forcément, il a énormément de pouvoir et avec la déconcentration, avec la décentralisation, nous avons, même sur un territoire donné, le pouvoir d'un maire, le pouvoir d'un élu, le pouvoir d'un gouvernement local est de plus en plus important. Donc disons que ça intéresse beaucoup de gens. Donc beaucoup de gens vous diront oui à la globalisation parce que ça amène justement ce pouvoir que n'avaient pas avant les maires. Et un urbanisme global, forcément, est une approche marketing par rapport à la ville. C'est-à-dire, c'est une approche qui considère la ville comme étant une entreprise. Donc, une entreprise, forcément, ça fait des investissements, ça génère aussi des profits. Donc, on est dans cette réflexion. Ça ramène aussi un changement dans la priorisation, dans les priorités de planification. Avant, si c'était la priorité, je ne sais pas, ça pouvait être loger les gens. Aujourd'hui, la priorité, ce n'est plus loger les gens. Donc, quand je dis priorité, c'est-à-dire vous avez de l'argent, vous faites quoi pour votre ville? Vous faites quel projet? Vous résorbez l'habitat précaire, vous construisez de nouveaux logements, vous construisez des usines, vous construisez, je ne sais pas, vous réhabilitez votre ancien millénaire. Alors, ce que vous avez comme moyen, comme ressources, face, et ça c'est une équation qui est toujours posée, c'est-à-dire face à la rareté des ressources, il y a ce qu'on appelle une amplification, une surdemande. Alors, on fait des choix. Quand on fait des choix, on fait de la priorisation, c'est-à-dire un par rapport à l'autre. Mais aujourd'hui, avec la globalisation, la priorité a changé et il y a une focalisation sur tout ce qui est riche, tout ce qui est luxe, tout ce qui est loisir, tout ce qui est profit. Donc, on se focalise de plus en plus sur des riches, on fait de plus en plus de logements luxueux, on fait de plus en plus de centres de loisirs, on fait de plus en plus des marinas, on fait de plus en plus d'immeubles de bureaux de 60, 70, 100 étages, etc. Logements de luxe, des loisirs au profit des catégories. Alors, loisirs, forcément, ce n'est pas les catégories démunies qui en ont accès. Et comme je disais tout à l'heure, l'approche marketing, elle amène justement cette réflexion sur le profit dans l'économie mondiale. Donc, c'est des impacts qui sont de plus en plus structurants. C'est-à-dire c'est des impacts qui affectent de plus en plus notre façon de voir l'urbanisme, de le faire. Alors, je disais, on a une parcelle de terrain, on la viabilise. Pour qui? Souvent aujourd'hui, on le fait au profit des firmes internationales. On attire ce qu'on appelle donc, alors, en plus, quand c'est une firme internationale, donc forcément, c'est des industries qui, c'est-à-dire, quand vous négociez, vous vous attirez, je ne sais pas, en Algérie, on a fait, la dernière fois qu'on a négocié avec une firme internationale, on a fait du Renault à Oran. Est-ce que c'est une priorité? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on veut attirer le maximum d'entreprises et on leur a viabilisé, on leur a vendu une parcelle de terrain à leur profit. Donc, des infrastructures, et là, je reviens toujours à cette notion, quand je dis c'est de plus en plus impactant, de plus en plus structurant, on fait c'est-à-dire que je viabilise, donc j'ai fait un choix, automatiquement la viabilisation, puisque des firmes vont s'installer, automatiquement j'aurai des infrastructures de base en matière de routes, en matière, je ne sais pas, d'équipement, en matière de logement, de loisirs. Tout ça va être destiné justement à cette catégorie. Quand je posais la question au début, pour qui? La ville qui est faite pour des firmes internationales, automatiquement tout ce qui est infrastructure est fait pour eux. Les flagship projects, c'est-à-dire aujourd'hui, vous en connaissez sûrement